C'est parti. Voilà. Donc, bonjour tout le monde à nouveau et bienvenue à ce webinaire. Merci déjà d'être là. On va faire un webinaire sur 1h30, plus ou moins. On sera fini à midi. Et déjà, quelques consignes avant de commencer. Donc, coupez votre micro jusqu'à la fin de la présentation. On laissera au moins 30 minutes de questions-réponses. Et à ce moment-là, vous pourrez bien poser vos questions via les micros en direct si vous voulez. Soit aussi poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat et on les relèvera après. Donc, n'hésitez pas déjà à le faire. N'hésitez pas non plus à vous renommer avec votre prénom ou nom si vous le souhaitez et aussi le nom de votre association. Comme ça, on saura qui est là. Et comme je disais, vous pouvez déjà soit écrire vos questions tout au long de la présentation, on le fera après, soit demander la parole à la fin. Vous levez votre main, soit vous écrivez dans le chat que vous voulez participer et on prendra vos questions. Donc, juste pour rappeler. Un instant, je change ça. OK. Et du coup, on a un programme sur 1 heure plus ou moins, avec demi-heure de questions-réponses, comme je disais. On commence par une introduction par Julien Simon, conseiller climat, environnement et énergie au cabinet du ministre bruxellois Alain Marron. On le remercie déjà d'être là. On continuera avec le lancement officiel du nouveau site edenergie.bruxelles. On vous montrera un peu le site lui-même, ce qu'il y a dans le site, qu'est-ce qu'on peut y trouver, et aussi qu'est-ce qu'on va bientôt avoir aussi dans ce site-là. Et finalement, on fera un zoom sur les principales mesures de protection et les aides qui existent en matière d'énergie, surtout au niveau régional, mais aussi un peu au niveau fédéral. Et finalement, on aura un tour de questions-réponses. Voilà, donc on commence du coup avec la présentation de Julien Simon, surtout sur les éléments de contexte. Et je lui cède la parole. Merci beaucoup, Julien. Merci pour l'introduction. Donc, Julien Simon, je travaille effectivement au cabinet du ministre Alain Marron, qui est donc en charge notamment de l'énergie, mais aussi de l'action sociale et par ailleurs aussi de la propreté publique, de la démocratie participative et de la santé. Alors, donc effectivement, quelques mots ici sur la crise de l'énergie. Donc, effectivement, au-delà d'une crise des prix de l'énergie, on a effectivement une crise de l'énergie dans son ensemble. Donc, c'est une crise principalement liée à un manque d'approvisionnement de gaz lié à la reprise post-Covid dans un premier temps en 2021 et puis accentuée grandement par le conflit en Ukraine. Et donc, effectivement, une tension sur l'offre d'énergie à l'échelle de l'Europe qui implique une tension très forte sur les prix. Alors, par rapport à cette tension qu'on constate très, très importante et dramatique pour beaucoup de personnes et d'entreprises, il y a différentes manières en fait d'agir. On peut agir d'une part sur l'offre disponible en Europe, et donc c'est ce que les différents États membres ont mis en place pour diversifier l'offre, notamment en s'approvisionnant de gaz liquéfié, par exemple. Et donc, voilà, s'assurer qu'on ait effectivement suffisamment de gaz cet hiver. On voit que quand même les différents États membres se sont mobilisés et qu'on voit l'impact de cette mobilisation avec aujourd'hui donc on a eu des prix très, très élevés, certainement au printemps 2022, qui s'est très fort accentué à l'été, fin de l'été. Ici, on constate malgré l'hiver, on constate que les prix restent élevés, mais aujourd'hui, on est presque en dessous de 100 € du mégawattheure. Là, on était à plus de 300 € le mégawattheure en septembre. Donc, il y a un impact de cette action des différents États membres sur l'offre. Il y a aussi une manière de diminuer le prix, c'est d'agir sur la demande énergétique, donc sur la consommation. Et donc ça, c'est une politique des régions. Et par rapport à ça, on a mis toutes des choses en place, notamment en renforçant Rénolution, qui est la stratégie pour rénover le bâti bruxellois. On voit qu'il y a une très forte demande. Beaucoup de gens s'interrogent sur la manière dont ils peuvent diminuer leur consommation énergétique dans leur logement. Et donc là, on a renforcé les systèmes d'accompagnement HomeGreen, on a renforcé aussi les primes. Et on voit que ça fonctionne assez bien. On a mis en place Bruxelles Up, une campagne d'adhésion pour mettre en valeur en fait toutes les actions que font les entreprises marchandes et non marchandes
pour diminuer leur consommation. On voit que les consommations diminuent fortement ici en 2022, principalement par le fait de ces prix élevés. Et par ailleurs, on a mis en place une série de mesures de sobriété, notamment l'interdiction d'usage de chaufferettes en extérieur, l'obligation pour les commerces de fermer les portes quand le commerce est chauffé ou refroidi. Voilà, une série de mesures de sobriété pour montrer l'action collective pour tenter de diminuer cette consommation d'énergie. Donc, on peut agir sur l'offre, agir sur la demande, et par ailleurs, et donc c'est bien le sujet aujourd'hui, c'est agir aussi sur le prix. Et donc ça, il y a différents niveaux d'intervention. L'Europe agit pour diminuer le prix de l'énergie. Il y a enfin une décision qui s'est prise sur un price cap, un plafonnement des prix, limitation des prix du gaz et des achats groupés. Voilà, on a un mouvement au niveau de l'Europe, au niveau fédéral, et donc tout ça va être décrit évidemment dans ce webinaire, mais donc il y a ce tarif social élargi qui permet à 27% des ménages bruxellois de bénéficier d'un tarif qui est en fait le tarif qu'on observait avant la crise de l'énergie. Donc ça protège 27% des ménages à Bruxelles, une TVA réduite à 6% et des primes forfaitaires qui arrivent ici progressivement novembre, décembre et jusqu'au mois de mars. Ça, c'est l'action du fédéral. Au niveau des régions, on agit de façon complémentaire à ce qui est mis en place au niveau européen et au niveau fédéral, et ce depuis l'été 2021, parce que cette crise de l'énergie, elle a démarré à l'été 2021. Et donc, dès la fin de l'année 2021, on a renforcé les subsides au CPS pour leur permettre d'aider les personnes qui sont en difficulté. On a revu aussi les ordonnances gaz et lec qui ont été approuvées par le Parlement en avril en créant en fait la fourniture garantie, en l'assouplissant par ailleurs au vu de la crise, en créant une automatisation d'accès au statut de client protégé, en rehaussant les plafonds de revenus pour accéder à ce statut de client protégé. Je pense que ça sera expliqué par la suite. Et par ailleurs, ici, plus récemment, on a mis aussi en place un groupe de travail avec l'ensemble des acteurs, dont la FDSS, pour monitorer, suivre l'état de la situation et voir quelles mesures on peut prendre de façon complémentaire. Et par ailleurs, récemment ici, on a libéré des budgets complémentaires à ce qui est mis en place par le fédéral, notamment pour aider le secteur économique et le secteur non marchand. Donc, c'est 150 millions d'euros qui ont été libérés par le gouvernement bruxellois pour 2023 pour aider le secteur économique et le secteur non marchand face à ces prix très élevés. Et par ailleurs, 20 millions d'euros qui ont été libérés pour laisser mais voilà, tous ces dispositifs vont être décrits dans ce webinaire. Ça me semblait important de vous illustrer les différents niveaux d'action, que ce soit sur l'offre, sur la demande, donc sur la consommation énergétique, et sur le prix, aux différents niveaux de pouvoir. Voilà, par ailleurs, et je pense que vous aurez mon contact, je suis intéressé d'avoir toujours des retours de terrain et des propositions aussi du secteur, donc n'hésitez pas à me contacter. Juan Carlos, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Julien. Et si tu veux déjà mettre ton adresse sur le chat, comme ça les gens l'auront. Donc, merci beaucoup déjà pour ces éléments de contexte qui nous aident aussi à cadrer un peu la démarche qu'on va faire aujourd'hui. C'est justement dans ces cadres-là qu'on a voulu lancer ce nouveau site aide-energie.brussels avec les soutiens, bien sûr, du cabinet du ministre Marron et aussi des Bruxelles Environnement. On le remercie vraiment pour ses soutiens. Et l'idée ici pour nous, c'était vraiment de montrer en fait les mesures sociales qui existent de manière assez claire, mais simplifiée aussi. Parfois, il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les sites officiels, dans les journaux, etc. Mais c'est parfois pas évident de s'y retrouver justement. Peut-être juste avant, je vais lancer un petit sondage qu'on avait préparé. Comme ça, on est déjà vu sur qui est là aujourd'hui et quel niveau de connaissance. Et comme ça, on se lancera juste après dans le nouveau site qu'on a lancé. Donc, je me permets de lancer le sondage. Voici. Voilà. Donc, il y a une première question qui porte sur qui vous êtes ou dans quel secteur vous travaillez. J'espère que vous pourrez voir la petite question qui s'affiche. Il y a associatif, CPAS, administration, particulier ou autre.
N'hésitez pas à marquer ce qui correspond bien. Et après, il y aura une deuxième question, plutôt sur votre niveau de connaissance déjà, sur les sets qui existent. Est-ce que vous êtes un spécialiste? Et c'est bien, vous pouvez alors nous aider aussi à les expliquer après. Vous connaissez un peu, mais ce n'est pas tellement clair parfois, ou vous ne vous y retrouvez pas vraiment avec tout ce qu'il y a, tout ce qui circule. Et c'est aussi un bon point de départ pour nous. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Ah, je vois que tout le monde a répondu, c'est parfait. Ah non, il y a encore des réponses, ok. J'attends un petit peu et puis on vous montrera le résultat et on vous présentera les sites. Voilà. Encore 10 secondes. Allez-y. Ok, voilà. Je vais mettre fin au sondage. Je vais partager les résultats. Et normalement, vous pourrez les voir maintenant. Donc, du coup, on a une majorité de personnes qui travaillent dans l'associatif, à peu près la moitié. On a une bonne partie aussi de personnes qui travaillent dans le CPAS, 25%. Puis, on a aussi de l'administration, aucun particulier apparemment aujourd'hui, ou pas qui a répondu en tout cas, et quelques autres. N'hésitez pas non plus à le mettre dans les chats si vous voulez les autres exactement où vous travaillez ou qui vous êtes. Et puis, pour le niveau de connaissances, on voit que la plupart des gens s'y connaissent un peu, mais peut-être pas, pas tout est clair. Et ça, c'est parfait pour nous parce qu'on voulait justement vous montrer aujourd'hui ces sites qui résument un peu tout de manière claire. Et aussi, on vous présentera cette petite exposé des CED. On a une petite partie qui sont des spécialistes, c'est parfait. N'hésitez pas aussi non plus à après compléter ce qu'on dira dans les chats si vous voulez. Et quand même 8 personnes ou un 30% qui ne s'y retrouvent pas et c'est aussi fait pour vous. Donc, merci beaucoup de votre participation. J'arrête du coup le partage du sondage et on va continuer avec les sites. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le site? On aura, comme je disais, l'idée ici, c'est vraiment de vous présenter un peu les sites qui existent de manière clarifiée, donc claire, mais quand même précise, dans une façon simplifiée. On a voulu créer un site aussi qui soit bien adapté aux différents dispositifs. Donc, normalement, si vous le voyez sur un écran d'un ordinateur, ça fonctionne bien, mais aussi sur un GSM, sur une tablette, etc. C'est bien adapté à tous les formats. Et l'idée, c'était vraiment que ça soit très simple à utiliser, très facile, très clair. On a vraiment pris l'information qui est beaucoup plus détaillée dans d'autres sites et on a voulu la condenser, on a vraiment extrait le nécessaire, l'essentiel. Et pour nous, vraiment, c'est là deux objectifs. Premièrement, c'est lutter contre le non-recours. Donc, vous savez, le non-recours, c'est l'idée de celles qui existent, mais pour les gens, mais les gens n'ont pas toujours accès à ces aides dû à plusieurs barrières. Et l'une des barrières, c'est parfois qu'on ne les connaît pas, qu'on ne les comprend pas, qu'on n'a pas les temps, l'énergie, les connaissances, l'opportunité de les activer. Et on pense que grâce à ces sites, on pourra encore faire connaître mieux ce qui existe, éventuellement faciliter la compréhension de comment on active ces aides-là et finalement lutter contre le non-recours, essayer que les gens aient accès vraiment à ces aides qui sont faites pour eux. Mais aussi, et c'est lié bien sûr, assurer l'accès à l'énergie pour les ménages qui ne parviennent plus à payer leurs factures. On les connaît tous et toutes dans la situation actuelle. On voit plein de cas comme ça, tant dans notre démarche professionnelle comme des connaissances à titre personnel. Et on pense que aussi ce type de site peut les aider. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les sites? Je vais vous montrer juste après le site. Mais on a déjà des explications, comme je disais, vulgarisées sur les aides. Donc, on a voulu que ça soit bien clair. On a essayé d'utiliser du langage simple, compréhensible, facile à comprendre pour tous et toutes. On a aussi certains outils à télécharger ou imprimer. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, à les diffuser, à le mettre sur votre lieu de travail, etc. Et on a aussi une liste d'organisations qui peuvent accompagner les ménages ou les travailleurs sociaux et éventuellement octroyer des aides ou vous aider dans des cas un peu difficiles. Et c'est un site complémentaire à notre site classique socialenergie.be que vous connaissez peut-être
où il y a plus ou moins les mêmes infos, mais beaucoup plus développé. C'est un site plus à destination des travailleurs sociaux, tandis que le nouveau site aide-energie.brussels, c'est aussi destiné au grand public et c'est beaucoup plus simple ou simplifié, on dirait. Donc, je vais lancer directement le site. Comme ça, je vous montre, j'arrête un peu de parler, d'annoncer ce qui arrive. Voici le site. Normalement, vous devrez le voir. C'est bon? OK, donc on a un site, comme je dit, c'est assez simple. On a ici notre logo. On a quatre onglets, en fait. Mais c'est des onglets si on défile, on va arriver quand même aux onglets. Avant de faire ça, je voulais vous montrer, on a une fonction de traduction assez sympa. Donc, on a une traduction en néerlandais, je la montrerai après, qui, elle, est une traduction professionnelle. Mais on a aussi des traductions automatiques dans plusieurs langues, vraiment beaucoup de langues. Moi, j'ai testé en espagnol, qui est ma langue maternelle, et honnêtement, pour être une traduction automatique, ça fonctionne assez bien. On peut les mettre peut-être en arabe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent l'arabe, ils pourront le dire dans les chats, si c'est plus ou moins compréhensible ou pas. Mais bon, juste pour vous montrer, ça fonctionne assez bien. Il y a plein de langues. C'est toujours utile pour parfois les gens ou les bénéficiaires qui ne comprennent pas bien le français ou qui veulent accéder aux informations dans leur langue maternelle. On a aussi le site en néerlandais, je vous montre tout de suite, qui, comme je disais, lui, c'est une traduction professionnelle, qui a vraiment le même contenu que le site en français. Donc, n'hésitez pas à le parcourir si vous travaillez en néerlandais. Mais ici, pour aujourd'hui, je vais juste vous présenter tout sur base du site en français, comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde. Et comme je disais, on a 4 onglets. Un premier onglet d'accueil, qui est juste, c'est là. On a un onglet mesures sociales. Et comme vous voyez, quand on clique, ça défile vers le bas. Et ici, on a d'abord les sites régionales. Et Julien l'a très bien expliqué. On a à ce niveau-là, par exemple, le statut de client protégé, qui est un peu la mesure phare de la protection bruxelloise. On l'expliquera après, mais si vous cliquez ici, vous savez toutes les infos. Vraiment, comme je disais, de manière simplifiée, avec des petits graphiques bien structurés, toujours avec des liens aussi qui renvoient vers d'autres sites avec de l'info plus complète, au cas où vous voudriez aussi approfondir certains éléments. Même chose pour la fourniture garantie. N'hésitez pas à le parcourir après à votre aise et surtout à diffuser aussi le site à vos collègues, mais aussi à vos bénéficiaires, à vos connaissances, etc. On explique un peu l'essai du CPS ici. On passe après plus aux mesures et des primes fédérales. C'est vrai que le focus de notre site, c'est plus le régional, mais on a voulu aussi intégrer ces aides, puisque parfois, on ne connaît même pas, c'est pas toujours clair quelle aide et à quel niveau. Donc, vous trouverez ici les différentes mesures, la fameuse prime Mazut, la nouvelle prime Pellet, qu'est-ce qui se passe pour les chaudières communes. À nouveau, si vous cliquez, vous auriez plus d'infos. Puis, on parle aussi au niveau fédéral des différentes aides qu'il y a eu, la réduction de la TVA, Julien l'a évoqué, le tarif social, bien sûr, et aussi les différentes déductions, notamment la nouvelle déduction fédérale de 196 € gaz et élec ensemble. Mais tout est très bien expliqué ici, donc n'hésitez pas à le parcourir à votre aise. On a aussi une petite section sur la rénovation et les mesures pour aider à la rénovation, notamment Rénolution. Et finalement, on a, bon, avant les contacts en tout cas, on a les outils à télécharger que j'évoquais avant. On a plusieurs outils pour différents types de publics. Ici, on a une fiche plus générale sur la hausse des prix, d'où est-ce qu'elle vient, quelle cause l'explique, etc., juste pour remettre le contexte. On a des fiches plus ciblées sur qu'est-ce qu'on peut faire. On a aussi un mémo et une fiche respectivement pour les travailleurs sociaux et les particuliers. Par exemple, les particuliers, si on prend la fiche ici, vous verrez qu'on a un petit tableau avec les différentes mesures. Ici, on a mis aussi un QR qui renvoie vers le site, donc au cas où vous voudrez l'imprimer et le diffuser. Si on prend le mémo pour les travailleurs sociaux, il est plus détaillé, mais comme vous voyez, il y a plein d'infos utiles et toujours ces petits QR pour la diffusion. Et finalement, on a aussi une liste, comme je disais, de contacts utiles, à la fois pour les particuliers, donc par exemple InfoGazelle, que vous connaissez probablement bien, Bruegel, Sibelga, les différents services énergie des différents CPAS par commune.
Et on a aussi pour les travailleurs sociaux, il y a bien sûr notre site, vous nous connaissez déjà peut-être. Il y a aussi d'autres coordonnées ici qui renvoient plutôt vers les particuliers, comme je dis. Et finalement, comme je disais, c'est avec le soutien de Bruxelles Environnement et de la région. N'hésitez pas, je me répète, mais à parcourir les sites à votre aise, à vous y familiariser, nous poser des questions si vous en avez, ou si vous avez des suggestions d'amélioration, on est là aussi. Et surtout à le diffuser, on veut bien que ça soit utilisé et que les gens s'emparent un peu et puissent vraiment clarifier les différents doutes qui existent quant aux différentes aides disponibles. Et très bientôt aussi, c'est pas encore intégré sur les sites, mais c'est en cours d'élaboration, notamment par ma collègue Anne qui interviendra tout à l'heure. Mais on veut intégrer, c'est en cours d'élaboration, comme je le disais, un logigramme interactif, évolutif, pour trouver la bonne aide pour chaque situation, c'est-à-dire plus ou moins un quiz un peu évolutif où on dira, OK, est-ce que vous savez le tarif social, oui ou non, ou je ne sais pas. Si oui, alors vous avez droit à cette aide ou pas à cette autre aide. Est-ce que vous avez reçu une mise en demeure ou un rappel, oui ou non. En fonction de ça, vous pourrez avoir le statut de client protégé ou pas. Vous pourrez bénéficier de la déduction de 196 € ou pas, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de bien faire plusieurs étapes et en fonction des réponses, oui ou non, il y aura d'autres un peu questions qui ressortiront pour arriver finalement au bon CED ou en tout cas aux CED qui sont applicables dans cette situation-là. Donc, on espère que ça sera lancé pour janvier, plus ou moins. N'hésitez pas à revenir sur le site d'ici quelques semaines et vous pourrez aussi l'utiliser. Voilà pour le site. Et ce qu'on va faire maintenant, comme je disais, c'est un peu expliquer les différentes mesures de manière rapide. À nouveau, réfléchissez déjà sur vos questions. N'hésitez pas à les mettre dans les chats déjà ou à les noter pour vous. Et après cette présentation, on lancera les questions-réponses. Donc, je passe la parole à ma collègue Anne qui va expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Et je reste à votre disposition pour les questions-réponses. Merci. Mais donc voilà, maintenant on va parcourir les différentes mesures d'aide. Donc je vais vous présenter le tarif social, le statut de client protégé, la fourniture garantie et les différentes mesures d'aide qui ont été prises en réponse à la crise au niveau fédéral. Donc je vais les expliquer en une fois, et donc n'hésitez pas à garder vos questions sur le côté ou à les inscrire déjà dans le chat. On pourra revenir en arrière si besoin, s'il faut réexpliquer ou réapprofondir avec plaisir. Donc là, j'étais un peu trop vite. Et donc, la première mesure à présenter, c'est le tarif social fédéral. Alors, pourquoi la mettre en premier? Parce que c'est notre premier point d'attention. Donc, quand on reçoit quelqu'un qui a des difficultés à payer ses factures d'énergie, vraiment, le premier point d'attention, c'est de vérifier si la personne n'a pas accès au tarif social fédéral. Pourquoi? Parce que c'est un tarif qui correspond au tarif commercial le plus bas du marché, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. C'est un tarif qui est réévalué chaque trimestre, et donc c'est un tarif qui peut augmenter, mais cette augmentation est plafonnée. Et donc ce tarif social, il est le même chez tous les fournisseurs, donc ça c'est un petit point d'attention par rapport au démarchage, puisque certains fournisseurs vont tenter de démarcher même des personnes qui sont au tarif social. Or, ce tarif est le même chez l'ensemble des fournisseurs. Alors ici, on vous a pris une capture d'écran de Brusim, qui est le site de Brugel qui compare les prix, pour vous montrer à quel point le tarif social est intéressant par rapport aux tarifs commerciaux. Et donc ici, on a fait une simulation pour une petite famille qui utilise un réfrigérateur et un lave-vaisselle, donc il y a une petite consommation d'électricité. Et on voit que le prix au tarif social, c'est 318 € par an, alors que le premier prix au tarif commercial, c'est 711 €. Donc, ça montre bien la grande différence au niveau des prix. Idem pour le gaz. Donc, pour le gaz, c'est encore plus frappant. Donc là, on a pris un autre exemple, donc une grande famille qui utilise le gaz pour l'eau chaude, la cuisine et le chauffage central. Donc, une grosse consommation de gaz à 34 000
890 kWh par an. Et donc, on voit ici que le tarif social est à plus ou moins 1 180 €, alors que le premier prix au tarif commercial est à 5 926 €. Donc, vraiment, le premier réflexe à avoir, c'est de voir si la personne n'a pas, ou le ménage n'a pas accès à ce fameux tarif social. Alors, qui y a droit? Donc, le tarif social, il existait déjà avant la crise de la hausse des prix. Et donc, il y a une série de personnes cibles ou de conditions qui existaient déjà avant et qui sont plutôt liées à un statut. Donc, ces différentes catégories sont décrites vraiment sur le site. Mais donc, pour en citer quelques exemples, on a les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale. Et donc là, c'est le CPS qui va ouvrir le droit au tarif social. On a encore les personnes âgées qui perçoivent le revenu garanti et donc qui ouvrent ce droit de cette manière-là. On a aussi les locataires des logements sociaux qui se chauffent avec une chaudière collective. Et donc là, le tarif social est octroyé par le gaz directement par la CISP. Les logements sociaux qui sont gérés par les CPS, les AIS ou le Fonds du logement ouvrent aussi ce droit au tarif social. Et puis, il y a aussi les personnes qui perçoivent une allocation pour personnes handicapées. Donc, vraiment, c'est des catégories bien, bien précises qui sont décrites sur le site et avec à chaque fois quel est l'organisme qui ouvre le droit au tarif social. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tarif social fédéral classique. Et puis, depuis la crise de la hausse des prix, le tarif social a été étendu aux bénéficiaires de l'intervention majorée, donc les personnes qui perçoivent le statut BIM. Et là, ce statut BIM, on peut l'obtenir via la mutuelle. Donc, il y a aussi différentes catégories de revenus. Et cette mesure est d'application jusqu'au 31 mars 2023 pour le moment. Et donc, on attire vraiment votre attention parce que le statut BIM, il est octroyé automatiquement par la mutuelle à certaines catégories de personnes, mais il n'est pas automatique, ou en tout cas, il n'est pas automatique tout de suite lorsqu'il est octroyé sur base des revenus. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une série de personnes qui échappent à cette mesure et qui échappent du coup au tarif social alors qu'ils pourraient en bénéficier. Et donc, voilà, donc ça c'est un premier réflexe à avoir, c'est de vérifier si la personne a droit au tarif social ou pas, si elle a activé son statut BIM auprès de sa mutuelle ou pas. Si vous avez des questions, on pourra revenir plus en détail là-dessus après. Alors, les deux mesures qui suivent, ce sont plutôt des mesures régionales. Donc, la première, donc régionale, ça veut dire que seuls les habitants de la région bruxelloise peuvent activer ces mesures de protection. Donc, la première, c'est le statut de client protégé. Et donc, le statut de client protégé, il permet en fait pour quelqu'un qui a une dette d'énergie d'être protégé et donc de voir son contrat suspendu, ainsi que la procédure de résolution, donc d'être protégé contre une coupure et de bénéficier du tarif social le temps de la protection. Donc, ça veut dire que si, imaginons, j'ai une dette d'énergie parce que je n'ai pas réussi à payer ma facture annuelle ou je n'ai pas réussi à payer plusieurs factures intermédiaires, donc je vais recevoir un rappel, une mise en demeure. Et donc, si j'active ce statut de client protégé et que je l'obtiens, donc la procédure va être suspendue. Et tout le long de la protection, j'aurai droit au tarif social et je devrai négocier un plan de paiement avec mon fournisseur d'énergie. Et donc, le statut de client protégé, je vais expliquer les conditions d'accès juste après, mais donc la durée de protection peut aller jusqu'à 5 ans maximum, sauf pour les personnes en médiation de dette ou en règlement collectif de dette. Alors là, la protection peut être plus longue. Et donc, quelles sont les conditions pour obtenir ce statut de client protégé? Donc, il y a plusieurs manières de l'obtenir. Donc, jusque maintenant, il faut avoir reçu une mise en demeure. Et donc, cette étape prochainement va sauter. Donc, il suffira d'avoir reçu un rappel pour pouvoir activer ce statut de client protégé. Donc, c'est une mesure qui a déjà été votée, mais qui doit encore être publiée au moniteur. Et donc, elle sera normalement d'application à partir de janvier. Donc, on attend des nouvelles. Mais donc, il faut avoir, entre guillemets, une dette d'énergie. Et donc, on peut faire la demande de ce statut de client protégé soit au CPS, et donc ce sont vraiment les CPS qui réalisent une enquête sociale, qui vérifient l'état de besoin et qui octroient ce statut de client protégé.
Donc, il n'y a pas de condition de revenu. Donc, ça peut être pour des personnes qui travaillent, ça peut être pour des ménages avec 2 revenus. Donc, c'est vraiment le CPS qui établit l'état de besoin et qui octroie ce statut de client protégé. Soit je peux l'obtenir en remplissant un formulaire qui est téléchargeable sur le site de Sibelga et en l'envoyant à Sibelga. Et ça concerne les personnes qui bénéficient déjà du tarif social, qui sont BIM, qui sont en médiation de dette ou qui sont en règlement collectif de dette. Et puis, il y a un troisième moyen d'accès qui est via Brugel, où là, ce sont des conditions de revenus. Donc, il faut que les revenus ne dépassent pas un certain plafond. Et ces conditions de revenus donc ce plafond a été fortement rehaussé à partir du mois d'avril dernier. Et donc, ici, les derniers revenus pour le mois de novembre 2022, c'est donc pour un ménage qui n'a qu'un revenu, c'est un revenu net imposable de 40 052 €. Pour un ménage qui a 2 revenus, c'est 56 030 €. Et puis, à chaque fois, c'est majoré en fonction du nombre de personnes à charge. Donc, ça veut dire que des personnes qui travaillent et qui ont des revenus qui ne dépassent pas ce plafond peuvent demander le statut de client protégé. Et donc là, vraiment, l'intérêt, c'est d'être à la fois protégé contre une procédure de coupure, donc de pouvoir bien garantir l'accès à l'énergie, mais aussi de bénéficier du tarif social pendant que l'on rembourse sa dette. Donc, ça veut dire que des personnes qui n'accèdent pas au tarif social fédéral, mais donc s'ils sont dans cette procédure, peuvent bénéficier de ce tarif social via le statut de client protégé. Alors, ce statut, donc pour ces catégories de personnes, il faut faire une demande, mais pour les personnes qui bénéficient du tarif social et qui s'endettent, donc qui ont reçu une mise en demeure pour une dette de 150 € pour une énergie ou 250 € pour deux énergies. Mais donc là, c'est aussi nouveau. Ces personnes vont basculer automatiquement chez Sibelga et bénéficier de ce statut de client protégé. Donc, ça veut dire que la procédure va s'arrêter. Elles vont recevoir des factures au tarif social. Donc, ça ne change pas trop parce qu'elles ont bénéficié déjà. Et donc, c'est Sibelga qui va devenir leur fournisseur. Mais elles devront aussi négocier un plan de paiement pour rembourser petit à petit leurs dettes. Et donc là, il faut que nous, travailleurs sociaux, on soit attentifs parce qu'une série de personnes vont basculer automatiquement chez Sibelga sans parfois comprendre ce qui leur arrive. Et donc, il faudra être attentif à les accompagner pour la négociation du plan de paiement et pour qu'elles puissent continuer à bénéficier de ce statut. Voilà, et donc un petit focus sur le fait que bientôt, il ne faudra plus attendre la mise en demeure, mais qu'un rappel suffira pour pouvoir bénéficier du statut de client protégé. Alors, une autre mesure régionale, c'est la fourniture garantie. Donc, vous le savez, en région bruxelloise, il n'y a plus que 2 fournisseurs qui proposent des contrats sans conditions particulières. Donc, c'est Engie et Total Énergie. Et donc, on risque de plus en plus de se retrouver face à des personnes qui n'arrivent plus à négocier, à ouvrir un compteur ou à négocier un contrat d'énergie. Et donc, c'est pour ça que la région a mis en place cette fourniture garantie, donc pour éviter que des personnes se retrouvent sans contrat d'énergie. Puisque une des mesures en région bruxelloise, c'est le fait qu'un fournisseur d'énergie est obligé de faire une offre. Donc, si je demande à Engie ou à Total Énergie de me faire une offre, ils sont obligés de me faire une offre de contrat, sauf si j'ai déjà une dette chez eux. Et donc, on pourrait se retrouver avec des personnes, et on se retrouve déjà avec des personnes qui ont des dettes d'énergie chez les 2 fournisseurs restants ou des personnes qui sont déjà coupées. Et donc, ici, cette mesure, elle permet, via le CPS, d'obtenir une fourniture garantie et d'être du coup fournie par Sibelga au tarif social pendant 1 an. Et donc là, l'acteur qui peut mobiliser cette fourniture garantie, c'est le CPS. Donc, ça veut dire que si vous rencontrez des personnes qui risquent d'être coupées ou qui ont du mal à souscrire un contrat d'énergie parce qu'ils ont une dette chez un ou plusieurs fournisseurs, vous pouvez les orienter au CPS qui demandera alors du coup à Sibelga d'activer la fourniture garantie. Et donc cette fourniture garantie, elle est possible pendant 1 an et elle est également renouvelable. Alors, une autre mesure d'aide, c'est l'aide du CPS. Donc, je pense que Julien l'a dit, les CPS ont reçu des fonds supplémentaires, que ce soit de la part du fédéral, mais aussi de la part du régional. Et donc, ces fonds dont les CPS disposent
peuvent aider au paiement des factures, mais peuvent aussi permettre de prendre des mesures plus préventives, donc comme par exemple l'entretien de la chaudière, l'installation de petits matériels pour améliorer le logement, faire des réparations. Et puis les CPS ne font pas que ça, ils analysent aussi la situation, ils aident à la négociation d'un plan de paiement, ils vérifient si le tarif social est bien appliqué, par exemple. Et donc, chaque CPS de la région a mis en place déjà depuis de longues années un service énergie ou un service de médiation de dette et énergie. Et donc, les habitants de la commune peuvent solliciter une aide auprès du CPS. Et donc là, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut pas dépendre du CPS pour pouvoir solliciter cette aide. Donc, c'est quand même une croyance qui circule encore beaucoup. Et donc, les gens qui n'ont pas l'habitude de solliciter le CPS ont du mal à franchir les portes du CPS. Et donc, il faut bien attirer l'attention sur le fait que c'est la situation de besoin qui va être examinée par le CPS pour octroyer ou non une aide. Et c'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est que chaque CPS a sa propre politique sociale. Et donc voilà, il faut vraiment s'adresser au CPS de sa commune pour connaître un petit peu son mode de fonctionnement, les aides qui sont proposées, et ne pas hésiter à faire une demande. Et puis enfin, il y a une série de mesures et d'aides qui ont été mises en place par le fédéral en réponse vraiment à la crise de l'énergie. Donc ici, on les a simplement listées, on les a déjà évoquées dans l'introduction. Mais donc, c'est la réduction de la TVA à 6%. Qui est appliquée sur les factures. C'est la mise en place de ce forfait gaz, forfait électricité. Et donc là, c'est vraiment la mesure d'actualité. Donc, à partir du mois de novembre, mais ça a pris un peu de retard, donc pour certains fournisseurs, ce sera à partir de décembre. Et donc, les personnes qui n'ont pas le tarif social et qui n'ont pas de contrat fixe négocié avant le 30 septembre 2021, donc, ou bien qui ont resouscrit un contrat fixe après le 30 septembre 2021, vont bénéficier d'une réduction sur leur facture d'énergie. Et donc, ce sera 135 € par mois pour le gaz et 61 € par mois pour l'électricité. Et ça concernera les factures de novembre, décembre, janvier, février et mars. Et donc, en principe, ce forfait est appliqué automatiquement par le fournisseur d'énergie. Donc, il n'y a pas de démarche à accomplir. Alors, il va y avoir aussi un formulaire à remplir pour les personnes qui ont une chaudière commune. Donc, ça, on rencontre vraiment beaucoup en région bruxelloise. Donc, les personnes qui habitent un logement, un immeuble et dont la chaudière sert pour l'ensemble des locataires ou des habitants. Et donc, ces locataires ou ces habitants échappent à ce forfait qui est appliqué par le fournisseur d'énergie. Et donc, ils pourront aussi introduire une demande avec un formulaire pour pouvoir bénéficier aussi d'une prime. Donc là, le formulaire n'est pas encore sur le site et donc il sera normalement très très prochainement d'application. Et donc là, il faudra vraiment attirer l'attention de toutes les familles, les ménages qu'on connaît qui habitent ces logements avec un système de chaudière collective, puisque là, par contre, l'aide ne sera pas automatique. Il faudra faire une demande via un formulaire. Et dans le même ordre d'idée, donc il y a aussi une prime qui existe, qui est déjà depuis plusieurs mois pour le mazout. Et donc là, c'est une prime de 300 € par an, mais pour laquelle il faut aussi faire une demande sur le site du SPF Économie. Et donc là, c'est une aide de 300 €, c'est un versement unique pour les personnes qui se chauffent au mazout. Et donc là aussi, que ce soit pour sa chaudière individuelle ou pour une chaudière commune, on peut introduire une demande auprès du SPF Économie. Et donc, il y a encore des logements qui sont équipés aussi d'une chaudière collective au mazout. Et donc, les locataires peuvent introduire cette demande d'aide également. Et puis, il y a une aide pour les pellets qui est une aide de 250 €. Et donc là aussi, la condition, c'est que le pellet doit être la principale source de chauffage. Donc, ces 3 aides, mazout, pellet, et puis la prochaine aide, chaudière commune gaz, ne sont pas cumulatives. Donc, c'est vraiment la source de chauffage principale qu'il faut prendre en considération. Et donc, tout ça est bien expliqué sur le site et il y a à chaque fois les liens vers les formulaires pour solliciter les aides quand les formulaires ont déjà été mis en ligne par le SPF Économie.
Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, j'ai fait le tour des différentes aides. Ça a été assez vite, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et peut-être avant d'ouvrir le chat et de laisser la parole pour les questions, vous rappeler que le Centre d'appui social énergie, c'est vraiment un service qui est là pour soutenir les travailleurs sociaux au sens large pour toutes les questions d'accès à l'énergie et à l'eau. Et donc, s'il vous reste des questions après ce webinaire ou si vous avez un dossier plus concret qui est problématique, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, on a une permanence qui est accessible tous les jours de 9h30 à 16h30. On peut aussi faire des visites à domicile ou analyser des documents que vous nous envoyez par mail. On peut aussi donner ce type de formation chez vous en équipe. Donc, si vous voulez former l'ensemble de votre équipe à toutes ces nouveautés, aux mesures sociales, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On conviendra d'un rendez-vous, on viendra expliquer ça chez vous. Et idem, si vous souhaitez recevoir une série d'outils chez vous imprimés, vous pouvez également nous envoyer une demande. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran et laisser la place aux questions. Merci. Oui, merci beaucoup, Anne. Et juste pour vous rassurer, j'ai déjà vu qu'il y avait des questions dans le chat. Donc, on vous enverra bien les PowerPoint et on vous enverra bien les liens vers l'enregistrement. On va les publier sur YouTube. Et oui, n'hésitez pas non plus à diffuser aussi, donc à revoir l'enregistrement si vous voulez, mais aussi à les diffuser à vos collègues, à vos connaissances, etc. Largement, on est là pour ça. Et oui, je pense qu'on va ouvrir, on a largement, on a encore 40 minutes, donc on est bien dans les temps et je cède la parole à ma collègue Hyacinthe qui va gérer un peu les tours des questions-réponses et on répondra à vos questions. Merci. Comme je disais avant, n'hésitez pas, si vous voulez poser la question en direct, à lever la main si vous savez comment le faire. Sinon, vous pouvez mettre dans le chat que vous voulez bien poser la question en direct et on la prendra aussi, ou bien sûr à l'écrire encore dans le chat et on la prendra aussi par écrit. Merci Hyacinthe, je te cède la parole. Bonjour à tous. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de lister les questions. Alors, nous avons une première question de monsieur ou madame Remens. C'est une question juste avant le PowerPoint de Anne. Alors, le logigramme, est-ce que ce serait aussi pour les professionnels? Donc le logigramme, il sera accessible effectivement tant aux professionnels qu'aux particuliers puisqu'il sera sur le site. Mais l'idée, c'est vraiment de partir d'une situation individuelle. Donc voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui a une situation particulière et à partir de ce qu'il me dit, je peux retrouver les aides qui sont accessibles. Donc l'idée, c'est que le professionnel puisse le faire à l'aide du site, mais qu'éventuellement un particulier qui accéderait au site puisse aussi se débrouiller pour obtenir des réponses. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de lutter le plus possible contre le non-recours au droit. Et donc, on sait qu'un site ne répond pas à l'ensemble des situations et donc les autres portes d'accès restent bien entendu ouvertes. Ok, deuxième question. Question classique. Imaginons, nous avons, donc c'est une question de monsieur ou madame Dominique. Donc, une personne qui est locataire, qui donne des provisions de charges, donc qui n'a pas de facture individuelle et qui est statut BIM, comment faire valoir son droit de tarif social auprès de son propriétaire alors que lui n'est pas statut BIM? Alors, on doit se coordonner pour qui répond en question. Mais donc, effectivement, malheureusement, si on ne paye pas soi-même de facture d'énergie, donc on n'a pas un contrat d'énergie à son nom, on n'a pas droit au tarif social. Donc, même en alertant le propriétaire sur le fait qu'on est normalement dans la condition pour avoir droit au tarif social, le fait de ne pas payer soi-même une facture nous exclut de ce droit au tarif social. Sauf si on habite dans un logement social donc qui est géré par une CISP
une AIS, un CPS ou le fonds du logement, donc les logements régionaux, et que la chaudière est collective. Mais là, en principe, c'est le propriétaire, donc CISP, CPS ou AIS, qui active le tarif social et qui le répercute dans le décompte de charges. Et c'est pour ça que enfin, en tout cas pour compenser malheureusement ce non-accès au tarif social et aussi au statut de client protégé, ce qu'il faut faire, c'est solliciter les aides pour les chaudières collectives, donc que ce soit au mazout, au pellet ou prochainement au gaz. Donc c'est la seule, entre guillemets, prime ou aide dont la personne peut bénéficier. Oui, j'ajouterais juste aussi, dans ces cas-là, en fait, on conseille aux gens d'aller au CPS, comme on l'a dit, et c'est un argument de plus, en fait, de dire, moi, je suis dans les conditions pour le tarif social, mais je ne peux pas en bénéficier car je n'ai pas un contrat à mon nom. Donc, même si j'active ces autres aides, c'est clair que, comme on l'a montré, le tarif social reste très, très protecteur par rapport aux autres aides, qui, elles sont bien, mais elles vont presque jamais être à la hauteur du tarif social en termes de protection et de réduction du prix. Donc, c'est un argument de plus vraiment pour aller au CPAS et évoquer le fait qu'en fait, on ne bénéficie pas du tarif social et qu'on est dans une situation de difficulté. Essayez aussi d'obtenir ces aides-là à côté des aides qui sont déjà prévues et qui sont déjà accessibles. Troisième question, question de Lynn. Alors, question concernant tarif social sur base de statut BIM. On voit que ce tarif n'est pas appliqué automatiquement si la personne a le statut BIM. Le fournisseur, surtout Engie, dit qu'ils attendent la mise à jour du CPF économie, mais ils le font tous les trimestres. Tu peux le mettre chez toi. Ce qui met les personnes qui ont droit au tarif social quand même dans les problèmes car n'arrivent pas à baisser les factures d'acompte en tant que fournisseur, tant que le fournisseur ne change pas de contrat. Alors, je pense qu'on peut parler de l'effet rétroactif, je pense, dans ce cas. C'est vrai que dans la présentation sur le tarif social, j'ai oublié de parler de l'automaticité. Et donc, effectivement, en principe, le tarif social est automatique. Donc, il y a un croisement tous les 3 mois, comme vous le dites, entre la base de données du fournisseur et la banque Carrefour qui reprend en fait les différents revenus ou statuts des personnes. Et donc, le fournisseur envoie sa liste de clients à la banque Carrefour, il y a un croisement qui se fait. Et si il y a une correspondance, ben, le tarif social est appliqué automatiquement. Parfois, cette correspondance, même en dehors de la situation que vous évoquez pour les personnes qui ont le statut BIM, parfois cette correspondance ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, le nom est mal orthographié, donc on a le fournisseur qui a mal compris le nom et donc il y a un problème d'accent ou un problème de double lettre, et donc là, l'automaticité ne s'appliquera pas. Un autre cas de figure, c'est quand c'est une personne qui n'est pas le titulaire du contrat d'énergie qui ouvre le droit au tarif social. Donc, imaginons, j'ai un enfant handicapé et c'est lui qui ouvre le droit au tarif social, mais le contrat d'énergie est à mon nom. Ben, de nouveau, il n'y aura pas spécialement de croisement de données et donc l'automaticité ne sera pas appliquée. Et donc, quand le tarif social n'est pas appliqué de manière automatique, effectivement, il faut alors transmettre une attestation et sur base de cette attestation, le fournisseur d'énergie applique le tarif social. Et donc, il peut y avoir effectivement un effet rétroactif, comme le disait Hyacinthe. Donc, on peut revenir 2 ans en arrière pour se voir appliquer le tarif social. Et donc, comme vous le dites dans la question, mais pour le statut BIM, le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours une automaticité. Il faut d'abord solliciter le statut BIM si on ne l'a pas encore fait auprès de la mutuelle, et puis que la mutuelle délivre une attestation de tarif social qu'il faut après transmettre au fournisseur. Et donc, c'est vrai que ça peut être problématique pour les factures d'acompte, mais par contre, au moment de la facture annuelle, l'ensemble de la consommation sera recalculé sur base du tarif social pour, en tout cas, à partir du moment où la personne ouvre le droit au tarif social.
Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Juan. Il y a une main qui s'est levée, je ne sais pas si c'est par rapport à cette question-là ou pas. Oui, c'est justement celle qui a posé cette question-là. Donc, je propose qu'elle fasse une intervention. Oui, Et puis il après, on s'agit prend la suite justement des... de ça. Je peux? En fait, c'est justement de cette automaticité. Donc, le problème est que la personne, elle a la facture d'acompte maintenant et elle ne peut pas attendre 3 mois que le SPF communique ça. Donc, elle ne peut pas attendre la régularisation parce que le problème est maintenant. On ne peut pas dire à la personne, voilà, dans 3 mois ou quand vous avez la facture de régularisation, ça va être régularisé. Non, ça n'aide pas la personne à ce moment même. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ok, je réponds oui. En fait, pardon. Ici, ce qu'on proposerait, c'est éventuellement d'aller vers le fournisseur, en fait, et d'essayer de diminuer les acomptes, si possible. On sait que les fournisseurs n'aiment pas ça toujours, mais en disant qu'en fait, cette personne bénéficie bien du tarif social, qu'éventuellement, les fournisseurs vont avoir ces retours de SPF économie pour adapter vraiment les tarifs, et dire si on peut déjà diminuer les acomptes, en sachant que ça va se passer, et peut-être n'hésitez pas, s'il y a déjà une attestation, la transmettre au fournisseur pour dire de diminuer les acomptes. Je pense que sinon, je ne vois pas d'autres options, en sachant aussi que les acomptes, finalement, oui, c'est des montants élevés, qu'après, par la suite, on va récupérer quand il y aura la facture de régularisation. Mais je comprends bien que la personne, c'est difficile pour elle de payer. Donc, je dirais éventuellement essayer de faire ça. Je ne sais pas si Yann a d'autres idées pour diminuer les acomptes, éventuellement, jusqu'à ce que le SPF communiquera, mais à mon avis, c'est juste tester avec le fournisseur. Je ne sais pas si ça répond à votre question, plus ou moins. J'ai essayé tout ça, mais voilà, Engie est très mal joignable et voilà, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je vois que introduire une plainte via le compte en ligne, ça va plus vite. Pour une personne, j'ai aussi introduit une plainte via le médiateur énergie, mais aussi là, je n'ai pas encore eu de réponse. Oui, parfait. C'est un très bon réflexe et on le conseille justement aussi. Quand il y a des problèmes sur les acomptes, ça relève du fédéral. Donc, c'est toujours le service de médiation fédéral de l'énergie qui gère ça. Et c'est vrai que parfois, on introduit une plainte. Mais oui, malheureusement, on n'a pas d'autres pistes si on a déjà essayé cela. Éventuellement, oui, voir avec le CPAS si possible, mais oui. Ok, merci. Il y a une autre main qui se lève, mais peut-être qu'on prend encore une ou deux questions du chat et puis on revient à Laure Timmans qui a levé la main. Oui, une idée, est-ce qu'on ne pourrait pas conseiller à la personne qu'elle paye ce qu'elle peut et pas le montant total de la facture mensuelle, mais le montant qu'elle estime raisonnable pour quand même payer mensuellement une somme. Et alors, elle peut montrer sa bonne volonté aussi au fournisseur, même si elle ne paye pas le montant total de la facture mensuelle, au moins elle paye quelque chose. Oui, pourquoi pas. Oui, je pense que c'est effectivement une bonne idée. De toute manière, au pire, la personne va risquer des frais de rappel. Mais voilà, en plus, maintenant, on peut basculer client protégé après le rappel. Donc voilà, je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée de payer ce qu'on s'est payé en attendant. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'on peut se mettre sous le statut client protégé à tout moment ou bien faut-il attendre un moment particulier? Alors, c'est une question que je peux répondre. Cela nécessitait une mise en demeure pour demander le statut client protégé. Maintenant, sous peu, on peut demander le statut client protégé à partir du premier appel envoyé par le fournisseur.
Oui, je complète peut-être. Donc, en fait, les statuts clients protégés, on peut les demander à tout moment, juste avant la coupure, en fait. On a vu même des juges de paix qui ont parfois déclaré que la coupure était possible après toute la procédure, en disant que la coupure restait possible, sauf si la personne demandait les statuts des clients protégés avant. Donc, en fait, pour nous, la lecture, ça veut dire qu'on peut le demander vraiment, même jusqu'au moment où si Belgab vient couper. Donc, comme Yacine le disait bien, à partir de la mise en demeure ou à partir de janvier, déjà avec les rappels, et vraiment jusqu'au moment de la coupure. Donc, n'hésitez pas à l'activer, oui, à tout moment, même si on arrive un peu déjà en bout des courses, quand on est déjà dans des procédures judiciaires et tout, on peut l'activer à n'importe quel moment. Je ne sais pas si Yann peut compléter, mais OK. Alors, je pense qu'on a répondu du coup à la question de monsieur ou madame M, qui demandait qu'il ne faudra pas une mise en demeure, mais qu'il y aura une autre alternative. Sinon, n'hésitez pas à poser encore votre question dans le chat. Prochaine question, espace social téléservice, qui demande, mais comment sait-on quel type de chaudière a la personne? À chaud, je vous répondrai soit demander. Si la personne ne sait pas, essayez de... je ne sais pas si vous faites des visites à domicile, mais je redonne le relais à mes collègues. Bah oui, ou un tube complète, mais bon, finalement, surtout pour les mesures qu'on présente ici, si la personne a un contrat à son nom, normalement, on considère que c'est une chaudière individuelle, et là, il y aura les différentes aides qui pourraient s'appliquer, statut client protégé, tarif social. Si la personne n'a pas un contrat direct avec un fournisseur pour les gaz, par exemple, là, on est plutôt normalement dans les cas d'une chaudière commune. Par exemple, pour les aides fédérales qui vont venir, c'est forfait de base ou les primes pour les gaz 135 €. Là, dans la loi, il est écrit qu'il faudra démontrer que la personne contribue aux charges communes de la chaudière. Donc, on verra comment ça se met dans les formulaires finalement. Mais normalement, si on n'a pas un contrat direct avec un fournisseur pour le chauffage, on sera plutôt dans ces cas-là, je dirais. Mais Anne, tu me complètes. N'hésite pas. Oui, donc juste aussi, ça peut apparaître dans le décompte de charges. Donc souvent, les gens reçoivent une fois par an un décompte de charges du propriétaire ou d'une société comme Ista ou Tekem. Et en regardant dans ce décompte de charges, on peut aussi voir la source d'énergie, donc si c'est du mazout ou si c'est du gaz. Mais donc souvent, ce sera plutôt des chaudières au gaz. Et si vraiment, en cas de gros doute, on peut toujours faire une visite à domicile. Prochaine question de Paola Coordination. La suite, je ne l'ai pas. La question est, est-ce que le formulaire pour les chaudières communes sera sur le site de SPF Économie? Je ne parviens plus à savoir de quelle aide spécifique on parle à ce moment-là. Donc oui, c'est bien, ce sera bien sur le site du SPF Économie. Donc c'est la prime pour compenser le fait que les personnes qui ont un contrat d'énergie vont recevoir une réduction sur leur facture de gaz. Et donc les personnes qui ont cette fameuse chaudière collective au gaz pourront aussi solliciter une aide via le site du SPF Économie. Merci. Oui, et pour compléter, donc, la loi, ce qu'elle dit, c'est que ce type d'aide, pour les gens qui habitent dans des copropriétés ou qui ont une chaudière commune, il faudra l'introduire en collaboration avec la personne qui détient les contrats. Normalement, c'est les syndics si c'est une copropriété ou les propriétaires si c'est un immeuble de rapport qui est divisé en plusieurs appartements. Et ici, normalement, il faudra bien se concerter avec les propriétaires. C'est un peu les points faibles de ce type de façon de demander l'aide. En fait, normalement, on pense que ça va marcher un peu comme pour les mazout, où vraiment le propriétaire ou les syndics doit déjà transmettre au SPF Économie la preuve du contrat de gaz, les différentes informations techniques, code EAN, etc. Et puis, ce sera le résident, le locataire ou le propriétaire qui habite là-bas qui devra demander l'aide. Mais normalement, une fois que le propriétaire ou le syndic aura déjà transmis certaines informations. Donc, ici, c'est très important, en fait, que le syndic ou le propriétaire fassent ça. Donc, n'hésitez pas, quand tout ça sera plus clair. En tout cas, c'est clair qu'ils vont devoir communiquer des informations en amont.
Donc, à vous concerter aussi avec les propriétaires, le syndic, pour qu'ils fassent la démarche nécessaire pour qu'après les gens puissent effectivement demander de l'aide et avoir accès à ces aides-là. Mais on pense que ça sera sur base du principe de la prime à sud. Si vous avez vu, c'est un formulaire assez simple parce que c'est ça. Il y a déjà des informations sur les contrats, la livraison de mazout qui ont déjà été transmises. Et si c'est juste plus le numéro de compte, l'adresse, etc. Mais avoir encore les modalités concrètes, mais n'hésite pas, oui, à suivre un peu de près ce que le syndic ou le propriétaire va faire aussi. Autre question de Monsieur ou Madame Dominique. Quelles sont les aides pour les ASBL? Oui, ici c'est une question plus compliquée. Nous, au sein du Centre d'appui social énergie, on travaille plus directement avec les travailleurs sociaux qui, eux, s'occupent des ménages. Donc, on n'a pas une vue très, très claire pour les non-marchands. On sait qu'il y a certaines aides qui ont été mises en place. Je ne sais pas si, Julien, si tu es là, tu veux compléter, mais à mon avis, je ne sais pas s'il y a un site spécifique. Je pense que c'est Bruxeo qui gère ça pour les non-marchands à Bruxelles. Donc, j'imagine que sur le site de Bruxelles, il y aura des informations, mais Julien, oui, n'hésite pas. Donc oui, effectivement, ce n'est pas encore tout à fait clarifié. Bruxeo, et notamment via le pack énergie, peut aider le secteur non marchand pour trouver les aides disponibles. Ok. J'ai aussi j'avais vu quelque chose pour une réduction d'eau pour les ASBL, mais il faudrait voir ça sur Viva quoi peut-être. Prochaine question de Anaël Ferrano. Comment une personne comme ce client pourrait faire pour que les factures d'énergie, alors que ce sont des factures communes, que le propriétaire a une facture à son nom pour tous les locataires et une divise juste en fonction du nombre de locataires, alors que cette personne n'avait pas encore allumé son chauffage et devait quand même payer pour les autres locataires, car il n'y a pas de calorimètre et qu'elle doit attendre plusieurs mois, car il n'y a pas de possibilité d'une installation plus tôt. Que peut-elle faire? Mais donc malheureusement, là, c'est un peu une colle. Donc il faut vraiment se référer à ce qui est prévu dans le contrat de bail. Et donc, en principe, à Bruxelles, seul le compteur individuel d'électricité est obligatoire. Donc un propriétaire peut effectivement avoir des installations et donc du coup un compteur commun pour le chauffage et pour le gaz en particulier, et également pour l'eau. Et donc, la seule obligation qu'il a, c'est d'établir un décompte de charges et de se baser sur ce qui a été convenu dans le contrat de bail. Mais donc, si le contrat prévoit que la facture de chauffage est divisée, par exemple, entre les 4 logements et qu'il n'y a pas de système de calorimètre, malheureusement, on n'a pas de levier d'action. On ne peut pas contraindre le propriétaire à installer des calorimètres et à faire appel à une société de comptage comme ISTA ou Tekem. Et donc, c'est vrai que là aussi, donc, tout ce qui est le tarif social ou le statut de client protégé, la personne n'y aura pas accès. Par contre, elle peut toujours éventuellement demander l'aide du CPS aussi. Mais donc voilà, là, il faut vraiment se référer sur ce qui est prévu dans le contrat de bail. Prochaine question. Une jeune étudiante dans le Hainaut est aidée par notre centre, donc le CPS de Molenbeek, mais ne vit pas sur notre compte. Doit-elle faire la demande d'aide pour le mazout auprès de notre centre ou bien celui de sa commune? Oui, désolé, j'ai réalisé la question. Normalement, si c'est juste pour la prime mazout, c'est une prime qu'on demande au niveau fédéral. Normalement, on ne doit pas forcément passer. Après, si vous voulez l'accompagner dans la démarche, tant mieux, mais ça ne doit pas vraiment passer par une commune. Après, pour les aides, par exemple, du CPAS, là, il faudra toujours aller au CPS de la commune où on est domicilié.
parce que oui, c'est vraiment dans la loi fédérale, dans la répartition des compétences, c'est vraiment les CPS du domicile qui est chargé de donner éventuellement des aides à ces personnes-là. Mais si c'est des aides fédérales, on peut vraiment aller directement sur le site du SPF Économie. Il y a un formulaire simplifié pour la demander. Et puis pour les aides régionales, bien sûr, si elle est domiciliée au Hainaut, elle n'aura pas droit aux aides bruxelloises qu'on a présentées aujourd'hui ici. Il faudra surtout vérifier les aides en Wallonie. Et pour ça, on conseille vraiment le service Énergie Info Wallonie, qui a un site web tout comme nous, qui reprend tous les aides qui existent en Wallonie, comment les activer, etc. Nous, ici, on est compétents vraiment juste pour la région bruxelloise, donc on ne peut pas vous aider là-dessus. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas. Ça, on les voit souvent, surtout pour les étudiants. Et ça, c'est clair que pour les CPS, ce sera les CPS du lieu du domicile. Avant-dernière question, dans le chat du moins. Alors, Caroline de Rhizome qui demande s'il existe des mesures spécifiques pour aider les détenus ou les ex-détenus ainsi que leurs familles en cas de problème de paiement des factures d'énergie. Est-ce qu'ils ont accès au tarif social ou au statut de client protégé? À ma connaissance, il n'y a pas d'aide spécifique pour les détenus ou les ex-détenus. Maintenant, il faut vraiment voir en fonction de leur situation. Donc, s'ils dépendent, par exemple, du CPS, du coup, ils ouvrent le droit au tarif social. Idem pour la famille. Donc, pour moi, il n'y a pas d'aide particulière pour les détenus ou les ex-détenus, mais ils peuvent rentrer dans une autre série de catégories qui ouvrent, du coup, certains autres droits. Oui, on n'en a pas plus d'infos là-dessus. Peut-être vous tournez aussi vers un service de première ligne d'aide juridique qui pourrait vous dire éventuellement s'il y a d'autres mesures, pas spécifiquement pour l'énergie, qui seraient applicables dans ces cas-là. Mais en tout cas, pour l'énergie, il n'y a rien qui soit prévu spécifiquement pour ces cas de figure. Alors, dernière question, une question concernant les contrats fixes. Qu'en est-il des contrats fixes? Combien de temps cela dure? Est-ce que c'est automatiquement renouvelé? Est-ce qu'on peut demander la diminution avec les différentes aides? Alors, combien de temps cela dure? Ok, je me lance. Donc, j'essaie de répondre un peu aux différentes questions. Déjà, bon, il faut savoir, actuellement, on ne peut plus conclure des contrats fixes. Donc, il n'y a aucun fournisseur qui propose à l'heure actuelle des contrats fixes. Donc, on parle surtout ici des contrats fixes qui ont été conclus à l'époque où c'était possible, plus ou moins avant l'été ou avant le début de l'année, en fonction un peu du fournisseur. En général, un contrat fixe, c'est très compliqué. Il n'y a pas un canevas général. En fait, il faut vraiment voir les conditions générales. Normalement, à Bruxelles, les contrats doivent durer minimum 300, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aura un prix fixe pendant toute la durée du contrat. Donc, on peut prévoir que, par exemple, le prix est fixé, mais que chaque année, à la fin de chaque année, on va l'indexer légèrement en fonction d'une formule qui est prévue à l'avance. Même si dans l'esprit du contrat fixe, c'est vraiment de bénéficier d'un prix fixe pendant toute la durée du contrat. Avant, à l'époque, on voyait même des contrats fixes de 5 ans où on prenait un prix vraiment et ça se prolongeait pendant toute la durée. Mais surtout, si vous avez un contrat fixe, prenez les conditions générales, regardez bien ce qui a été prévu avec les fournisseurs. Même, comme je dis, même si l'esprit, c'est vraiment que ça soit un prix un peu commun, prix hypothécaire à taux fixe, où on paye toujours la même mensualité pendant la durée du contrat. Parfois, il y a des petites clauses qui permettent aux fournisseurs de l'indexer. Je relis pour le reste des sous-questions. Combien de temps ça dure? Automatiquement renouvelé. Normalement, ça va dépendre, mais à mon avis, c'est assez rare qu'un contrat fixe se renouvelle un contrat fixe. En tout cas, c'est toujours intéressant à la fin du contrat de comparer parce que parfois, les contrats ou les prix qui va être offert, ce n'est pas intéressant au vu des autres contrats qui existent. Mais comme je le disais, actuellement, il n'y a plus de contrats fixes qui sont offerts. Mais bon, imaginons si à un moment il revient, ce sera ça. Est-ce qu'on peut demander la diminution avec les différentes aides? J'imagine que vous voulez dire plus la compatibilité avec les aides. Normalement, sauf pour les cas de
forfait de base, donc 61 € par mois pour l'électricité et 135 pour le gaz. Là, c'est clair que si on a un contrat fixe conclu avant le 30 septembre 2021, comme on l'a dit, on ne peut pas bénéficier de ces aides parce qu'on considère qu'en fait, ces contrats fixes étaient à un prix déjà assez bon, disons, avant l'augmentation des prix. Donc, on considère qu'on ne va pas pouvoir bénéficier des aides. Mais pour les restes des aides, normalement, il n'y a pas de conditions spécifiques liées à ça, sauf si je me trompe. Anne, n'hésite pas, si tu veux compléter. Alors, depuis, d'autres personnes ont posé d'autres questions, donc la liste se rallonge. Alors, une bonne question de Lynn qui demande, est-ce qu'il y a un site pareil au nôtre, mais pour la Flandre, concernant les aides de l'énergie? C'est une bonne question. On a toujours un peu ces problèmes. Nous, on connaît bien Énergie Info Wallonie pour la Wallonie, mais en Flandre, on ne pense pas qu'il y ait des associations un peu ou des sites un peu pareils à celui-ci, en sachant qu'on ne connaît pas énormément bien les paysages associatifs flamands non plus. On sait que SAMO, ancien Samenlevingsopbouw, qui s'écrit SAAMO, il offre un certain accompagnement dans des matières liées à l'énergie. Je ne sais pas s'ils seront connaissance d'un site spécifique. Il y a, à mon avis, aussi d'autres petites associations qui font ça, mais nous, normalement, nous renvoyons vers SAMO. Et n'hésitez pas à les contacter. Je pense que c'est une organisation qui fonctionne assez par province ou par ville. Donc, n'hésitez pas à chercher les coordonnées du bureau de votre ville ou province et à poser la question directement. Mais on ne connaît pas exactement quelque chose de similaire. Avant de reprendre la suite des questions, je voulais signaler aussi que Julien Simon a envoyé un message sur le chat pour donner l'ensemble des informations relatives aux aides disponibles aux entreprises, commerces et indépendants. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Prochaine question de Quentin du CPS de Woluwe-Saint-Pierre. Il demande si la prime fédérale pour le gaz et l'électricité de 196 € par mois, est-ce qu'elle est maintenue jusqu'en mars, comme entendu dans les médias? Oui, donc la loi a été adoptée en fait la semaine passée, jeudi passé, ou vendredi passé. En tout cas, c'est confirmé que ces aides vont être octroyées jusqu'en mars. Après, à partir d'avril, on ne sait pas encore. Mais oui, donc la loi est adoptée, c'est acté. Il faudra juste voir pour les délais qui sont aussi prévus dans la loi. Mais normalement, on aura encore un peu de temps après mars pour que les fournisseurs puissent verser encore la prime s'ils ne l'ont pas fait, ou surtout pour les personnes qui sont dans les cas de chaudière collectif pour introduire les formulaires. À mon avis, c'était jusqu'à juillet pour ces cas de chaudière commune, mais à vérifier. Mais en tout cas, oui, donc les aides vont jusqu'à mars, puis il y aura toujours une petite période encore pour les demander si quelque chose ne marche pas ou s'il y a un formulaire à renvoyer. Dernière question pour l'instant. Alors, Espace Social Téléservice qui nous demande quand une personne sort du tarif social, est-ce qu'elle reprend son ancien contrat ou est-ce que c'est juste le cas du statut client protégé? OK, c'est une question assez complexe. Donc, c'est une question qui a été fort clarifiée au début de l'année avec une loi fédérale aussi qui a clarifié la question parce qu'avant, on avait beaucoup de doutes sur le fait de récupérer ou pas l'ancien tarif qu'on avait avant le tarif social. Il faut vraiment distinguer ici le cas de tarif social fédéral et les cas de statut client protégé. Donc, d'abord, pour le tarif social fédéral, comme je disais, il y a une loi fédérale de début de cette année 2022 qui clarifie que quand on sort du tarif social, on se voit appliquer les tarifs existants au moment de la sortie. Donc là, c'est clair, il n'y a pas moyen de récupérer le tarif qu'on avait avant. Et dans ces cas, les fournisseurs, normalement, doivent renvoyer une liste des produits actifs qu'il a à ce moment-là, de la sortie du tarif social. La personne doit choisir les contrats qu'elle veut. Et si elle ne choisit pas des contrats explicitement, alors les fournisseurs appliquent ce qu'on appelle les produits équivalents les moins chers. C'est un peu dire un peu les mêmes types de produits, si c'était un produit en ligne exclusivement ou pas, si c'était un produit avec des assurances ajoutées ou d'autres formules, on applique celui-là, mais normalement, ça va être toujours
le produit équivalent le moins cher, mais avec les prix qu'on a au moment de la sortie. C'est intéressant de dire aussi qu'on a toujours la possibilité de refuser l'application du tarif social, mais il faut vraiment le faire avant que le fournisseur l'applique. Maintenant, comme je disais, il n'y a pas de contrat prix fixe, donc ça va être très difficile de trouver un contrat qui soit moins cher que le tarif social, c'est impossible. Mais imaginons qu'on a un contrat à prix fixe d'avant la crise, de début 2021 ou de 2020, et là que maintenant on reçoit le statut BIM ou on rentre dans les conditions pour se voir appliquer le tarif social, on pourrait toujours rapidement dire au fournisseur de ne pas appliquer le tarif social, donc renoncer à l'application du tarif social pour préserver ses prix plus bas d'avant-crise. Mais il faut le faire assez rapidement parce que si le fournisseur applique les tarifs sociaux, une fois que c'est fait, alors on ne pourra plus revenir en arrière et récupérer ces prix-là. Donc ça, c'est un point d'attention. Et normalement, on peut toujours, par la suite, redemander l'application du tarif social. Normalement, c'est aussi dans la loi, c'est cadré. On n'a pas vu trop de cas, mais c'est une possibilité. Donc ça, c'est pour les fédérales. Et pour le statut client protégé, là, c'est un peu différent parce que dans l'ordonnance, ce qu'elle dit, c'est que quand on reçoit le statut de client protégé, le contrat est suspendu. Et normalement, une suspension, un droit veut dire que quand le contrat reprend, il reprend aux mêmes conditions. Ici, il y a plusieurs interprétations. Normalement, les fournisseurs l'interprètent comme pouvant appliquer les tarifs de la sortie. Nous, on s'oppose à ce type d'interprétation, mais c'est vrai que c'est l'interprétation un peu qui prime aujourd'hui. Et dans les services de litige de Bruxelles, qui est le service finalement qui décide dans des cas comme ça, on voit aussi une interprétation plutôt dans le sens d'appliquer les tarifs de la sortie, même si là, comme je disais, pour nous, il y a une suspension, on devrait pouvoir récupérer le prix qui existait avant. Mais si vous savez des cas comme ça, n'hésitez pas à nous contacter. Et on a déjà reçu des cas comme ça et on essaye toujours d'aller récupérer les prix qu'on avait avant les clients protégés. Mais bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas évident. Mais bon, pour distinguer aussi ces deux cas de figure qui sont fort différents. Voilà, on est arrivé au bout. OK, voilà. Je propose, comme on est presque midi, et j'imagine on doit tous encore boucler des choses pour la fin de l'année, de finaliser ici. Comme je disais, on vous enverra les PowerPoint et les liens. Et n'hésitez pas déjà à diffuser les sites. Je ne l'ai pas dit, mais en néerlandais, les sites, c'est energiesteun.brussels. Et comme je le disais, en français, c'est aide-energie.brussels aussi. Donc, n'hésitez pas à diffuser les sites, diffuser le webinaire, diffuser aussi notre site socialenergie.be si vous voulez des infos plus un peu développées ou plus techniques. Et comme Anne l'a dit, on est toujours là, on a une permanence, on a un site. N'hésitez pas à nous contacter. Et je vois qu'il y a une question rapide sur une attestation de participation pour envoyer-nous un mail, en réponse au mail avec les liens, et on le fera. Et on profite sinon pour vous souhaiter à tous et toutes des joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2023. Je ne sais pas si Julien, tu voulais ajouter quelque chose, le mot de la fin. Spécialement, merci pour l'organisation. Ça va. OK, merci tout le monde. Vous recevrez toutes les infos et on vous remercie déjà d'être là aujourd'hui, de vos questions et de votre participation. Merci et bonne fin d'année.